Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Renard. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour à vous. Donc voilà, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés toutes les semaines le mardi depuis 5 ans. Donc vous êtes infirmier, délégué syndical CGT au CHU Saint-Éloi. C'est ça. 32 ans, à Montpellier depuis 14 ans, infirmier à mi-temps. L'autre mi-temps, c'est le syndicat. C'est entre autres, bon, votre actualité, c'est vous qui avez sollicité les députés de la NUPES. En fait, tous les députés, les seuls qui ont donné suite, c'est ceux de la NUPES. C'est ça, c'est eux qui sont venus à notre rassemblement, le rassemblement qui avait été organisé sur les difficultés des urgences en intersyndical avec Force ouvrière. C'est les seuls qui ont donné suite. On peut dire qu'il y a un lien entre la CGT et les NUPES? Non, voilà, nous vraiment là-dessus, on est apolitique complet. Après, voilà, c'est vrai que c'est eux qui ont donné suite et on est plutôt content qu'il y ait des députés qui éprouvent un intérêt à aider l'hôpital. Bon, alors vous êtes engagé en politique sur Castelnau-le-Lez pour mettre dehors Jean-Pierre Grand et sa clique. Pour mettre dehors, c'est surtout pour essayer d'améliorer le quotidien des Castelnauviens. Ouais, bon, c'est ce qu'on dit, mais bon. Des passions, à part la politique, le syndicat et le CHU? Le sport. Quel genre de sport? Course à pied, football. D'accord. Le football où? En loisir. En loisir. Ouais. Et course à pied? Course à pied dans la nature. D'accord. Ok, donc on va venir sur le numéro de rentrée, 996 de la Glorieuse. Donc le sujet de une, c'est divorce de point coup de barre sur le barreau. Une avocate réclame 78 000 euros d'honoraires, de résultats, parce que maintenant les avocats ils demandent des honoraires et des honoraires de résultats, vous le saviez? Non. Et la Cour de cassation, la Cour d'appel dit non. Voilà, on revient aussi sur le député Vignal, qui n'est pas venu à votre réunion, mais lui, il multiplie ses apparitions et privilégie plus la forme que le fond. Vous avez remarqué? Après, ça, c'est de la politique. Hein. C'est chaque député qui... Voilà, après, je pense qu'il a été en grosse difficulté aussi aux dernières élections et que ça... Alors, il y a un homme politique, un ancien homme politique qui fait succès de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est Jean Jaurès, un héritage sans partage, un autre dossier. Voilà, on revient aussi sur le gâchis écologique de la pelouse le long du Lez. Je ne sais pas si vous avez suivi le dossier. Si, j'ai vu juste passer dans les médias. Ouais. D'accord. Et à Pérol, un taureau à 150 000 euros à l'entrée de la ville, offert par nos amis les promoteurs. Vous en pensez quoi? Je reste sans voix. Voilà, donc Pierre Renard, donc vous travaillez au CHU. Oui. Alors en moyenne, c'est entre 7h et 14h le temps d'attente aux urgences à la Péronie. C'est ça. Alors aux urgences pédiatriques, on est c'est surtout à partir de 19h parce qu'il y a des structures d'accueil pour les enfants qui sont ouvertes le matin jusqu'à la journée, jusqu'à 19h ou 21h sur la clinique Saint-Roch. Mais à partir de 19h, voire 21h, vous n'avez plus aucune structure. C'est que le CHU de Montpellier qui peut soigner finalement des enfants qui viennent aux urgences. Voilà, donc ça engendre une problématique. Vraiment, il y a un afflux de patients et du coup des grosses difficultés au niveau médical pour faire face à cet afflux d'enfants à partir de 19h. Et dimanche soir, là, il y a encore eu une agression là, aux urgences. Les urgences, ça se passe comment alors? Les délais d'attente sont tellement longs que voilà, c'est sûr qu'il y a... Avec la chaleur, les gens... Avec la chaleur, la tension monte. Alors c'est inacceptable, hein. On condamne fortement et avec la plus grande fermeté toute agression sur des agents hospitaliers, sur des soignants. J'encourage les familles, plutôt que de s'énerver sur des soignants, à nous rejoindre le 22 septembre dans la mobilisation pour défendre justement l'hôpital public. Les soignants ne sont pas responsables des conditions de travail néfastes qu'ils ont. Les agents ne sont pas responsables des conditions d'accueil mauvaises qu'ont les patients. Ce n'est pas nous les responsables. Les responsables, c'est l'ARS. Les responsables, c'est le gouvernement qui ont tué l'hôpital public, qui ont cassé l'hôpital public. Ce ne sont pas les agents hospitaliers qui sont responsables de cette situation. Alors comment se fait-il que, bon, vous travaillez dans la pédiatrie, comment se fait-il qu'il n'y a aucune clim à Arnaud de Villeneuve
qui fait 37 degrés dans les chambres. C'est pourtant le bâtiment, pédiatrie. c'est pourtant le bâtiment le plus récent du CHU. Ça n'a pas été anticipé lors de la construction de ce bâtiment, ce qui est assez fou au vu de la région dans laquelle on est. Aujourd'hui, concrètement, c'est de la maltraitance pour les enfants et les familles qui sont là. C'est de la maltraitance pour les femmes enceintes qui accouchent dans des conditions comme ça et qui reçoivent leur nouveau-né dans des chambres à 30 degrés. Là, il y a un travail qui va être fait a priori à partir du mois de septembre pour essayer de changer ça. Il y a eu de l'argent donné par Castex sur l'hôpital pour changer un peu au niveau des infrastructures, mais il va falloir faire un travail énorme pour que les patients soient accueillis dans de bonnes conditions. Alors, il y a un autre problème à la marge de tout ça, c'est les cartes vitales. Il paraît qu'il y a 20 millions de cartes vitales en plus que d'habitants en France. Quel est votre regard là-dessus à la CGT? Enfin, très honnêtement, nous, ce qu'on regarde, c'est quel que soit le patient, qu'il ait carte vitale ou pas carte vitale, le plus important, c'est de le soigner, quelle que soit la pathologie qu'il a. Et là, Non, mais les 20 millions qui ont une carte vitale, ils viennent en plus, c'est des étrangers, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. oui, mais ça, moi, Non, mais il faut les soigner. faut les Mais soigner il dans ne tous faudrait les pas cas. soigner, il faudrait pas faire une préférence pour Il les n'y a gens. pas, il y a pas de préférence à avoir. La préférence, c'est soigner la personne qui est malade. C'est surtout ça. D'accord. Il n'y a pas un problème avec les cartes vitales? Pour moi, le problème, il n'est pas là. C'est qu'en en fait, on a un gouvernement qui essaie de masquer le problème de l'hôpital, qui essaie de masquer le problème de la médecine de ville. Il ne faut plus masquer ces problèmes-là. Il faut ouvrir les yeux, se dire qu'on a un problème au niveau de la médecine de ville, on a un problème au niveau des hôpitaux, de la formation des médecins, des internes, de la formation des infirmiers, des aides-soignants. On a un problème là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut travailler et de se dire il faut qu'on évolue, qu'on progresse et qu'on Oui. puisse prendre en charge tout le monde. Alors ce week-end, là, il y a eu un bug sur les temps de taux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est Alors, c'est passé? pas un bug, hein, c'est que on est en manque cruel de médecins, on est en manque cruel d'infirmiers, et du coup, on a eu sur les hôpitaux du bassin de Thau, au niveau des urgences, les urgences sont restées ouvertes, mais que via le centre 15. Hum. Donc, il y a eu, comme il y a dans d'autres régions, dans d'autres villes, un afflux d'appels sur le centre 15, et ça a engorgé complètement. Ça crée des tensions de partout parce que quand vous attendez plusieurs minutes, voire une demi-heure, une heure au téléphone pour dire ce que vous avez, d'une, il y a une perte de chance pour les patients et de deux, il y a de la Hum. nervosité qui s'installe. Alors, il y a aussi le côté administratif. Donc, bon, l'hôpital au CHU, c'est pléthorique. Il y a 9000 personnes qui travaillent. Et surtout, le reproche qui est fait, c'est 35% d'emplois administratifs. Donc, il y a trop d'administratifs. C'est la part la plus importante d'Europe. Quel est votre regard là-dessus? Pour moi, je ne dirais pas qu'il y a trop d'administratifs, hein. Le problème majeur à l'hôpital, les administratifs, ils ont leur place à part entière et sans les administratifs aujourd'hui à l'hôpital, Mais l'hôpital, il coulerait. les pays européens, ils fonctionnent avec beaucoup moins d'emplois administratifs. Donc ça prouve que l'argent pour les administratifs, il serait distribué pour les soins, pour recruter des Non, il y a médecins. tellement de tâches, hein, vous imaginez pas le nombre de tâches administratives qu'on a à l'hôpital. Enfin, il y a pour les administratifs, les secrétaires, il y a tous les comptes rendus médicaux à effectuer. Donc après, quand on compare comme ça, il faudrait comparer aussi le nombre de passages aux urgences entre la France et les autres pays, le nombre de patients soignés entre la France et les autres pays, parce qu'il y a tout ce qui est facturation, il y a tout ce qui est compte rendu à taper, il y a tout ce que prise de rendez-vous, et elles font un travail, encore une fois je le dis, phénoménal. Dans les conditions de travail qu'elles ont actuellement, les secrétaires, les administratifs, elles tiennent à bout de bras l'hôpital. D'accord. Alors, revenons sur l'avenue des députés NUPES cet été. On les voit en photo, là, posant devant un comptoir d'entrée. Ça sent un peu la com, ça. Non? Ça peut être la crainte qu'on avait. Après, moi, Vous étiez avec eux? Vous étiez avec eux? alors moi, j'étais pas sur la photo, mais j'étais présent à cette journée de mobilisation. Pour moi, je le vois pas comme une com parce que ils nous ont montré à travers l'été, ils ont été présents, ils ont visité les urgences, ils se sont rendus compte par eux-mêmes de l'état. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement? Là, il y a une mission qui est en train d'être mise en place par les députés de la NUPES où enfin, ils sont en train de répertorier tous les dysfonctionnements, tout ce qui manque à l'hôpital pour justement le faire valoir au niveau du vote à l'Assemblée sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Bon, Après, nous, très honnêtement, ils viennent, s'ils apportent quelque chose et s'ils permettent de mettre plus haut l'hôpital, tant mieux. bon, on va parler pognon hein, parce que c'est important. Mhm. Donc il y a eu 183 euros
en octobre 2020 Oui. de revalorisation. Ça, c'est pour tout le personnel, Pour tout le personnel. Ou pour les infirmières aussi? Non, pour tout le monde. Les administratifs tous aussi? les administratifs. D'accord. Alors pour vous, ça suffit pas? Pour nous, ça suffit pas parce que donc je me suis un peu rapproché encore aujourd'hui des administratifs. En début de carrière, elles sont aux alentours de 1500, entre 1500 et 1600 euros, et elles sont en grande difficulté. Elles sont, quand on voit la vie qui augmente, qui est de plus en plus chère, les logements sur Montpellier et l'agglomération qui sont de plus en plus chers, elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et ce qui me rend fou, et ce qui nous rend fous, nous, à la CGT, c'est de se dire qu'il y a un employé qui vient à l'hôpital, qui travaille sans relâche pour finalement faire fonctionner l'hôpital, qui ne peut pas partir en vacances, qui ne peut pas joindre les deux bouts à la fin du mois, qui ne peut pas faire plaisir à ses enfants. Et ça, c'est inacceptable qu'il n'y ait pas eu d'augmentation plus significative pour les ouvriers, pour les administratifs, pour toutes ces classes précaires à l'hôpital. Il faut à tout prix les aider à pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Vous, par exemple, vous gagnez combien? Moi, aujourd'hui, à l'hôpital, après 10 ans de carrière, je suis à 2100 euros. Est-ce que vous estimez que vous êtes rémunéré correctement? Si on regarde la vie actuelle, l'augmentation avec l'inflation là, à 6% qu'ils annoncent, voire plus, c'est sûr que c'est compliqué. Après, quand on regarde par rapport à d'autres professions qui sont dans la grande précarité, moi je suis quelqu'un voilà, là-dessus, et puis à la CGT, on est vraiment là-dessus où on regarde aussi les autres, on ne se regarde pas que nous. Si on compare avec les plus précaires, les infirmiers ne sont pas si mal payés que ça. Par contre, si on regarde par rapport à l'OCDE, là, il y a encore une grosse marge de progression. Parce que le ras-le-bol, c'est pas qu'une question d'argent quand même. C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de conditions de travail. On a des conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées et c'est ça qui engendre aussi ces tensions avec les patients parce que plus les patients attendent, plus ils sont agressifs. Voilà, on le voit bien en gériatrie par exemple, on a énormément de lits qui ont fermé. Combien par exemple? On a 20% des lits au CHU qui ont fermé depuis le 1er juillet. Global. Globalement, voilà. C'est ça qui engendre une saturation des urgences. Quand vous n'avez pas de lit d'aval, le patient il arrive aux urgences. S'il n'y a pas de lit derrière pour l'hospitaliser, il reste sur un brancard aux urgences. Et il peut attendre comme ça sur un brancard plusieurs heures, voire dans certains endroits, au niveau national, plusieurs jours. Et ça, c'est inacceptable. Et ces conditions-là d'accueil pour le patient, nous, en tant que soignants, ça nous retourne le bide. On n'est pas bien après. Est-ce qu'il y a des décalages avec les pays d'Europe? Là-dessus, on voit bien que nous, on a pris un retard énorme. Et il va falloir vraiment un travail sur le fond, c'est ce que je vous disais sur la formation. Il faut revoir la médecine de ville, il faut revoir au niveau des internes, il faut en former davantage. Il faut que l'ARS, elle prenne la décision de créer des postes de praticiens hospitaliers beaucoup plus au niveau de l'hôpital pour remplacer les médecins qui partent à la retraite. Aujourd'hui, nous à la CGT, on se dit qu'il faudrait 3-4 médecins pour remplacer un médecin qui est parti à la retraite, pour que ces médecins-là puissent former correctement les internes, pour que les internes aient leur repos de garde, pour que les médecins, quand ils font des gardes aux urgences, ils aient leur repos le lendemain. Il faut à tout prix qu'on puisse mettre en place des choses comme ça pour que les internes ne soient plus des petites mains, ils soient réellement formés. Et, donc on manque cruellement de médecins, il y a une fuite médicale. Est-ce que vous avez des chiffres? Au niveau de la fuite médicale, on n'a pas réussi à avoir trop de chiffres parce que on sait pas, on a du mal à savoir si c'est un départ personnel pour du privé parce qu'ils ont envie d'autre chose. Il y a des disponibilités aussi prises, donc est-ce qu'ils font autre chose comme profession? On a du mal à avoir des chiffres. Parce que vous m'aviez dit qu'en dermatologie, il y avait un poste de chef de clinique libéré qui n'arrive pas à être pourvu. Nous, pour l'instant, voilà, en dermatologie, il y a un poste qui va être libéré et qui, pour l'instant, on n'a pas de remplaçant dessus. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit en pédiatrie aux urgences, il faudrait à minima 3 médecins supplémentaires aux urgences pour faire fonctionner correctement le service la nuit. 3 médecins par jour? Ah oui, non, 3 médecins, un recrutement de 3 médecins pour qu'il y ait un médecin toutes les nuits supplémentaires présent aux urgences pédiatriques. Mais ça, c'est encore une fois des demandes qui ont été faites par la CGT à l'ARS et sur lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que la direction vous écoute? La direction du CHU de Montpellier est quand même à l'écoute là-dessus. Elle a mis des moyens sur les urgences, elle a mis des moyens humains au niveau paramédical pour renforcer les urgences. Le problème, c'est qu'au niveau médical, les décisions ne sont pas prises par le directeur d'établissement. C'est l'ARS qui décide de la création ou non de postes de praticiens. Mais l'ARS décide de tout? L'ARS, c'est avec le gouvernement, c'est eux qui vont décider de ce qu'ils vont mettre en place dans l'établissement. Alors, j'ai un de mes journalistes là, qui fréquente souvent l'hôpital en ce moment. Il me dit, pour lui, le plus gros problème, c'est que
c'est les repas. C'est mauvais. Il me dit c'est mauvais, les gens ne mangent pas, on jette, donc il y a un énorme gaspillage. Est-ce qu'il y a pas la possibilité de faire des... Alors c'est vrai que moi je suis jamais allé à Ouais. l'hôpital, mais c'est vrai que tout le monde dit que les repas à l'hôpital, ça tient pas la route. Il y a Alors, eu, alors là, il y a un sujet, non? Là, il y a un gros sujet. Il y a eu un investissement énorme du CHU dans des nouvelles cuisines pour justement faire prestataire même là-dessus. C'est eux qui font prestataire ou ils prennent un prestataire Non, non, c'est eux extérieur? qui le font, hein. C'est le CHU qui s'en occupe. Après, c'est sûr qu'il y a des choses là-dessus qui pourraient être revues. Est-ce que vous avez des chiffres sur le gaspillage? C'est Non, pas- j'ai aucun chiffre sur le D'accord. gaspillage. Par contre, ce qui serait intéressant, et ça j'encourage les usagers, hein, vu que vous avez eu des choses comme ça, c'est qu'il y a une commission des usagers au CHU. Et là-dessus, quand ils font remonter des dysfonctionnements, qu'ils font remonter des soucis qu'ils ont dans les services, cette commission peut après, au niveau du CHU, nous faire remonter ces dysfonctionnements. Et c'est comme ça, moi je le dis très ouvertement, très honnêtement, les usagers et les professionnels du CHU, il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui pour justement améliorer leurs conditions d'accueil. D'accord. Donc, un autre sujet, là, on a l'impression que l'hôpital baisse. Bon, quand on va à l'hôpital, on se fait soigner par des internes roumains ou sri-lankais. Euh, et on a l'impression qu'ils récupèrent la clientèle des SDF, des gitans et des personnes défavorisées. Et que les gens voilà, ils vont dans les cliniques privées pour se faire soigner et avoir un accueil et une prestation plus correcte. C'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui. Oui, mais c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que nous, la CGT, on reste persuadé que l'hôpital public, c'est le plus bel outil de santé au monde. On avait l'un des meilleurs systèmes de santé au monde que tout le monde nous enviait. Donc il faut à tout prix que les usagers, que les gouvernements successifs arrêtent de casser l'hôpital public. Et c'est pas que l'hôpital public, parce qu'ils ont cassé l'éducation nationale, ils ont cassé l'école. On voit bien avec les pompiers là et les incendies, ils ont aussi cassé au niveau de cette profession tous les apports financiers. Donc à un moment donné, maintenant, il faut qu'on aille ensemble dans le même sens. Que les usagers se mobilisent avec nous le 22 septembre pour réclamer plus Qu'est-ce de qu'il y a moyens pour l'hôpital. le 22 Le septembre? 22 septembre, il y a une journée de mobilisation de toute la santé au niveau national, du D'accord. médico-social, voilà. Et là, il va falloir qu'on soit nombreux. Pour moi, c'est une première journée de mobilisation qui va en appeler d'autres. Mais il va falloir qu'on soit tous mobilisés à fond là-dessus. Dernière question, Pierre. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'hôpital en 3 phrases? En 3 phrases, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'hôpital? De l'argent, de l'argent, de l'argent. Oh, il y a ça, et il y a formation. Je dis formation des internes, des médecins, des infirmiers, les rémunérer. Ça, c'est la base. Il faut savoir quand on est en formation infirmière, on est comme si on était en alternance. Sauf que les infirmiers sont payés 20 € la semaine de stage. Alors en dernière année, vous êtes sur 40 € la semaine de stage. 40 euros? 40 € la semaine de stage. Ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc moi, ce que C'est j'appelle vraiment- les gouvernements à C'est faire, qui paye ça? c'est C'est l'ARS? le CHU qui... Ah oui, d'accord. il me semble que c'est le CHU... Dans les Mais là- entreprises privées, c'est interdit ce genre de Voilà, comportement. donc là, déjà, la première chose que le gouvernement pourrait faire, c'est de rémunérer les étudiants infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, manipulateurs radio, tous les étudiants, de les rémunérer correctement. Après, il peut y avoir inscrit sur le contrat à l'entrée de l'IFSI, si vous acceptez la rémunération du CHU ou du gouvernement, vous devrez 3 ans, 5 ans au CHU derrière. C'est quelque chose, c'est un deal qui peut être trouvé, au moins il y aurait le personnel aussi derrière. Donc ça, c'est premièrement la formation pour toutes les formations au niveau du CHU. La deuxième chose, c'est arrêter les CDD. On a 250 000 au niveau national CDD sur le CHU, sur les CHU. 250 000? 250 000. Il faut à C'est tout énorme. prix titulariser tous les contrats précaires, hein, les ouvriers, la lingerie, toutes les personnes qui travaillent à la lingerie, toutes les personnes qui travaillent aux cuisines. Il faut les titulariser. Il faut arrêter de laisser ces personnes-là qui sont dans le besoin, du coup, dans la précarité. Et après, troisièmement, à mon sens, il faut qu'il y ait dans les instances, que ce soit à l'ARS, que ce soit au niveau des instances du CHU, qu'on écoute un peu plus les soignants, qu'on écoute un peu plus les médecins. Voilà. Quand on voit là le ministre de la Santé, M. Braun, qui est un ancien médecin, on a l'impression qu'il a oublié quand il était médecin, puisqu'il dit qu'aujourd'hui aucun service d'urgence est fermé, alors que ce n'est pas le cas, il y en a plusieurs qui ont fermé. Il y a plusieurs lits qui ont fermé. Donc il faudrait peut-être qu'on écoute un peu plus
le médical, le paramédical, les ouvriers, sur comment on fait fonctionner un hôpital. C'est nous qui le faisons fonctionner, c'est notre outil. Et notre outil, on veut qu'il soit de qualité pour les patients. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous.